Vous écoutez La Perche est à la plage, le podcast estival de La Perche est dans le cadre. Aujourd'hui, je suis avec Alban, avec Félix et avec Laurent. Et ben on va parler du film que t'as choisi, Laurent. C'est Presque célèbre, Almost Famous en VF de Cameron Crowe. On écoute la bande-annonce. Hello. This is the music editor at Rolling Stone magazine. Is this William Miller? Yes, it is. I think you should be writing for us. From Cameron Crowe, writer-director of Jerry Maguire. Bon, et si vous entendez des petits gazouillis, c'est qu'Alban est en train d'enregistrer l'épisode avec sa fille sur les genoux de bientôt 2 ans, qui est en train de se gaver de cookies. Elle a bien raison. On est tous un peu jaloux. On est tous un peu jaloux, mais on a des thés glacés délicieux que tu nous as fait, Laurent. Donc, on peut parler de cinéma ou On pourrait aussi parler de bouffe. Hein. Moi, ça m'intéresse. J'ai mangé énormément bien, toi. Moi, j'ai très bien mangé. Presque célèbre, du coup, Laurent, bah, peut-être déjà, tu veux nous pitcher le film, nous dire de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'un jeune homme de 15 ans qui s'appelle William Miller, qui est très en avance à l'école et qui, du coup, est déjà en terminale normalement, et qui se retrouve à écrire pour des fanzines locaux, des trucs de rock, parce qu'il est fan de rock. Et on est dans les années 70. Dans les années 70, ça se passe dans les années 70 en effet, et il se fait repérer par le magazine Rolling Stone, qui est le magazine culte de rock aux États-Unis, et alors que les gens ne se rendent pas compte qu'il a 15 ans, il est envoyé pour suivre la tournée d'un groupe qui s'appelle Stillwater, qui est un groupe fictif, une tournée à travers les États-Unis, alors qu'il est très jeune et il va se retrouver embrigadé en fait dans ce monde parce qu'ils l'ont qu'au téléphone et qu'ils truquent sa voix. Voilà, et qu'il pense qu'il est âgé alors que pas du tout, et il se retrouve embarqué dans cette tournée à travers les États-Unis avec des groupies, de la drogue, du rock and roll et des gens qui font de la musique et qui sont pas tous très malins. Et peut-être, on peut dire qu'il y a effectivement, il y a ce groupe, il y a notamment le guitariste, super, guitariste, qui est un des rôles principaux, mais surtout c'est l'espèce de muse copine de ce guitariste qui est joué par Kate Hudson, et sur laquelle il crush. Alors qu'elle est beaucoup plus âgée que lui. En fait non, ils ont que 5 ans d'écart, mais ils sont censés avoir 5 ans d'écart, mais ça fait beaucoup. Après, elle a beaucoup plus d'expérience que lui. Oui, ça par contre. Qui lui est vraiment genre un bébé, quoi. Et on disait qu'il y avait Kate Hudson et il y a Billy Crudup, mais en fait il y a plein d'acteurs. Il y a Philip Seymour Hoffman qui joue Lester Banks, qui est un critique rock légendaire des années 70. Il y a Frances McDormand qui joue la mère du héros. Il y a Zooey Deschanel qui joue la sœur du héros. Ouais. Et en fait il y a plein comme ça. Il y a une sorte de passage absurde avec Jay Baruchel qui sort de nulle part, qui a l'air d'avoir 15 ans. Et il y a le présentateur là, comment il s'appelle ? Jimmy Fallon. Oui, il y a Jimmy Fallon. Oui, que t'avais pas reconnu, Félix. C'est un troisième rôle. Il y a plein comme ça de petits acteurs. C'est un film qui, l'air de rien, en fait, je pense, a mis pas mal de gens. On voit même, en figuration, il y a même un des mecs qui jouait dans The Big Bang Theory. Enfin, ouais. Il y a des trucs vraiment. Un mec de Modern Family. Un mec de The Office. Il y a un mec de The Office qui joue une silhouette parlante, quoi, globalement. Enfin, bref. Mais du coup, toi, Laurent, est-ce que tu as découvert le film ? Il est sorti en 2001. Est-ce que tu l'as découvert à sa sortie ? Alors, je pense qu'il est sorti en 2001 en France. Pour moi, il a été fait 2000 aux États-Unis, 2001 en France. Je l'ai pas vu à l'époque parce que j'étais jeune. Je pense que je l'ai découvert en le regardant pas en entier à la téloche quand il est passé à l'époque. Donc j'ai découvert un peu ce film que j'ai pas vu du coup en entier, que j'ai trouvé cool, et j'ai acheté le DVD parce que j'avais dû trouver le DVD d'occasion à pas cher, que j'ai toujours d'ailleurs là. Et donc en fait je n'ai vu que la version longue, moi. C'est le seul. Oui, parce que moi j'ai découvert la version longue là pour en parler, mais j'avais vu la version courte. Qui est une version de 2 heures qui est sortie au cinéma. Il y a une version Director's Cut de 2h30. C'est de celle-là dont on va parler parce qu'en fait, moi, en tout cas, mais je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, je pense que ça change pas grand-chose. Je suis pas sûre qu'il y a. Il y a quand même une demi-heure de plus. Donc oui, mais je pense que c'est peut-être un peu de gras qui s'est. Oui, voilà. On en rajoute un peu pour faire 2-3 trucs. Je sais pas si ça change radicalement avec la version sortie au Cinoche. Et du coup, donc Alban et Félix, vous l'aviez pas vu avant, vous l'avez découvert là pour l'émission. Vous en avez pensé quoi ? Moi, j'ai trouvé ça très agréable. Je commence donc. Moi, j'ai même jamais entendu parler de ce film avant que Laurent nous en parle pour le choisir pour ses capsules. Et moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Paradoxalement, en fait, ça parle d'un sujet qui me touche pas trop, et ça parle aussi d'une musique qui me touche moins aussi, et d'une époque du coup liée à la fois à ce rock'n'roll là, à ce monde des groupies, etc. Enfin, un monde duquel je suis très éloigné, et en fait on passe quand même un bon moment parce qu'il y a des bonnes idées dans le film, que par ailleurs c'est quand même
très bien interprété, sauf j'ai quelques petites réserves sur l'acteur principal quand il s'énerve. Mais il s'appelle Patrick Fugit, je crois. Ouais, et qui est, enfin, notamment, on avait regardé dans Gone Girl et tout, qui est aujourd'hui un peu plus un second couteau. Qui est vraiment un second couteau. C'est son seul vrai grand premier rôle dans un film hollywoodien un peu de haut de gamme. Et anecdote, il a doublé le personnage de Owen dans The Last of Us, le jeu vidéo. Parce que j'ai regardé ça. Je ne sais même plus qui c'est Owen. Donc, et je trouve que le personnage de Kate Hudson est le plus beau personnage de ce film-là. Ça aurait mérité un petit peu de peut-être approfondir un peu plus le personnage, etc. Mais je trouve que vraiment il y a énormément de belles idées, de belles trajectoires de personnages. Mais belle, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas des trajectoires qui sont touchantes et intéressantes. Parce que elles sont large, c'est que c'est une groupie qui trouve qui arrête pas de dire maintenant je suis retraitée, je suis pas d'ailleurs. Elle se prend plus pour une muse que pour une groupie. On voit qu'elle a envie de passer à autre chose. En même temps, elle a effectivement cette histoire avec le guitariste du groupe, mais qui lui a une copine à la maison, qui est un truc où elle est dans une espèce de relation qui n'en est pas complètement une et qui est full toxique en fait, dont elle essaye de se détacher, voilà. Et elle s'attache au héros qui lui porte un regard beaucoup plus sur elle, où il l'idéalise beaucoup plus. Ouais, non, on va laisser parler Félix, j'avais autre chose à dire sur Kate Hudson, mais on en parlera après, non? Vas-y. Non, en fait, je trouve que justement, pour rebondir là-dessus, on connaît pas son vrai prénom dans le film, donc elle se fait appeler Penny Lane, et une forme au même titre que le groupe de rock s'invente une forme de mythologie ou de fantasme, elle aussi, elle arrive à porter ça, et je trouve que c'est presque la figure tutélaire du groupe finalement dans le film, et c'est moi ça qui m'a intéressé, cette relation qu'elle arrive à avoir avec cette bande là, tout en étant victime en fait de leur succès et des relations toxiques qui vont naître entre eux. Félix? Ouais, je suis très d'accord avec Alban. Du coup, moi, je connaissais pas du tout le film, je connais pas très bien le réal et pas du tout ce milieu-là, parce que effectivement, je suis pas très sensible à cette musique non plus. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que je trouve que le film est quand même assez didactique sur justement cet environnement et cette musique. Et en même temps, il y a un vrai côté road trip en fait, où quelque part, même si tu te raccroches pas à la musique, tu peux quand même te raccrocher, comme vous l'avez dit, au personnage et aussi même aux situations, aux lieux. Il y a vraiment, tu voyages à travers les États-Unis et avec effectivement des personnages qui sont hauts en couleur, mais qui sont jamais non plus trop stéréotypés. Moi, c'est ça que j'ai trouvé assez chouette, c'est que très souvent dans ce genre de film, ou en tout cas quand on essaie de dépeindre ces années-là de rock où c'était vraiment une espèce de décadence, débandade, soit on en fait vraiment trop, soit on en fait pas assez. Là, je trouve que le film, en fait, mine de rien, réussit à avoir un espèce d'entre-deux qui est quand même relativement juste, où évidemment que il y a un côté pas cartoon, mais il y a un côté un tout petit peu exagéré par moment, parce que le film est assez drôle, il y a quand même des vraies situations de comédie. Il y a une volonté de faire un peu d'absurde ou machin, avec notamment le personnage de la mère de Frances McDormand qui s'inquiète vachement pour son fils et qui l'appelle un peu à tous les hôtels où il est. Mais par contre, je trouve que dans la représentation du rock en lui-même, alors, mais Laurent, je pense que ça va être intéressant d'en parler, mais moi qui connais pas très bien, j'ai plutôt cru en fait à ces icônes qui sont pas vraiment des icônes, qui sont un peu des espèces de rockstars de seconde zone qui potentiellement vont monter, on sait pas trop, et qui se racontent effectivement pas mal d'histoires et qui essaient de créer leur propre mythologie. Surtout le chanteur du groupe qui se raconte vraiment beaucoup de choses. Et ça, j'avoue que je trouve qu'il y a 2-3 séquences qui sont un peu écrites, où on essaie de te le faire vraiment comprendre par les dialogues plus que par une espèce de mise en situation, mais globalement je trouve que le film réussit plutôt bien à justement ériger ces figures-là, et moi j'y ai cru, tout en mettant vraiment en scène une forme de décadence, mais qui reste assez justement discrète, notamment avec le personnage de Penny Lane qui est vraiment pile poil comme il faut, et toute son évolution, moi j'y crois vachement. Donc ouais, je sais pas à quel point toi tu t'y es retrouvé en fait, Laurent. Parce que Laurent, t'as eu une vie de rockstar avant cette émission. Oui, mais j'ai découvert le film bien avant tout ça, j'ai pas vraiment une vie de rockstar, faut quand même se détendre, on est très très loin de ça, mais non, là où je veux en venir, c'est que je pense que pour ça, il faut reparler un petit peu de qui est Cameron Crowe et de sa carrière, etc. Parce que ça éclaire, je trouve, assez bien ce qui a été fait dans le film. En fait, Cameron Crowe, c'est un film à moitié autobiographique. Cameron Crowe a vraiment, à 15 ans, été, je crois, en première, pas en terminale, a vraiment commencé en fait sa carrière. Il a abandonné l'école pour commencer sa carrière de journaliste rock chez Rolling Stones alors qu'il avait 15 ans, et que ça s'est passé de manière un peu à l'arrache comme ça. Et il a vraiment suivi au tout début. Il a commencé en suivant sur une tournée The Allman Brothers, qui est un groupe de rock des années 70 qui est quand même assez connu, mais qui en effet, comme tu l'as dit, c'est pas les Zeppelin, quoi, tu vois, c'est pas des énormes groupes très très connus, et donc justement il va raconter en fait tout cet élément, cette histoire de ce genre de musique assez particulier, du espèce de
ce qu'ils appelaient le hard rock des années 70, et qui d'ailleurs était un truc un peu méprisé par les gens de Rolling Stones, qui préféraient le rock des années 50, 60, et donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé des gamins qui étaient les seuls qui aimaient bien ce genre de groupe, parce que eux ils étaient snobs et qu'ils aimaient pas. Enfin tu vois, il y a tout un truc qui est pas dans le film, mais qui était un peu, qui explique en fait pourquoi il est là. Et lui, il va vraiment passer plusieurs années à faire ce genre de conneries, à tourner à faire des interviews d'énormes groupes qui sont devenus légendaires depuis. Et d'ailleurs, et par ailleurs, le personnage de Penny Lane, il est vraiment basé sur un personnage qui s'appelle Penny Lane Thornbull, qui est une vraie groupie, qui utilisait vraiment ce pseudonyme Penny Lane, qui connaît très bien. Il lui a demandé son autorisation pour utiliser son nom dans le film et de créer un personnage autour d'elle. Et donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de réel dedans. Alors, c'est évidemment une fiction, parce que le groupe Stillwater n'existe pas. Est-ce qu'il s'inspire d'un vrai groupe, justement ou... Je sais pas, je pense que c'est volontairement fait exprès de pas trop le montrer, parce qu'ils sont pas montrés sous leur meilleur jour quand même. Et que du coup, c'est un peu difficile de dire genre, ah si, c'est complètement les Allman Brothers, ou c'est complètement machin, parce que les mecs sont encore vivants, tu vois, c'est pas... Oui, c'est sûr. Ouais. Tu vois, c'est pas le 18e siècle, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un film qui est, je pense, très bien informé, quand même, très solide sur ce que ça raconte, sur l'ambiance que ça raconte, et surtout, ça ne me surprend pas, parce que ce qu'il dit en fait de l'arrache, enfin, et les problèmes et le fait que ce soit un peu relou de partir en tournée. Justement, c'est là-dessus, parce que toi, t'as suivi quand même des groupes en tournée. Moi, j'ai fait des tournées, alors, mais dans des conditions différentes, parce que c'était pas les années 70, mais tu pars en tourbus, tu termines dans des chambres d'hôtel, c'est la galère, tu dors pas bien. Enfin, je veux dire, il y a un truc où eux, sauf que eux, ils traversent les États-Unis en bus, donc c'est un truc encore plus compliqué, mais t'es obligé de recréer une maison un peu à droite à gauche tout le temps. Et ce que raconte en fait ce film, c'est justement essayer cette espèce de manière de reconstruire une communauté autour de ces groupies, autour de ce groupe, autour de l'équipe, pour rendre acceptable la vie de tournée, qui en réalité est pas marrante, tu vois. Un espèce de monde complètement surréaliste, effectivement. Où tu te galères, où tu fais n'importe quoi. Qui se déplace de ville en ville, où tout le monde se donne rendez-vous aux hôtels de chacun, etc. C'est et parfois ils se retrouvent dans des endroits où il y a rien à foutre et ils se font méga chier. Enfin, il y a un truc qui, je trouve, assez réel et assez touchant sur comment les choses se passent, et en tout cas se passaient à l'époque, parce que c'est très bien informé et c'est très bien fait. Mais justement, parce que tu vois, il y a un moment effectivement où lui il dit je dois rentrer chez moi, et elle lui dit mais genre t'es chez toi, enfin Penny Lane lui répond t'es chez toi, avec ça. Il y a toi justement ce qui t'a aussi plu dans le film, est-ce que c'est effectivement la manière dont cette époque est reconstituée, etc., cette ambiance là, est-ce que c'est aussi le côté un peu plus coming of age en fait du héros, parce que c'est quand même aussi un récit initiatique de ce gamin qui sort de sa zone de confort. C'est vraiment genre le textbook coming of age, quoi. C'est vraiment du coming of age hyper classique, hyper bas du front presque. Bas du front, j'exagère, mais du front, je trouve justement que le film, honnêtement, il y a le film plein est malin, de choses qui je suis d'accord. Quand même. Je suis d'accord, mais quand je dis bas du front, je veux dire ne serait-ce que dans sa relation avec Penny Lane. Je veux dire simple, très simple, très classique. Il y a pas de pirouette, il y a pas de truc compliqué, quoi. C'est vraiment un coming of age comme c'est, enfin, tu vois, en textbook, quoi. Et moi, déjà, ça, c'est un genre que j'aime bien. J'aime beaucoup les teen movies. Je trouve le personnage principal, même si en effet le mec joue pas toujours très bien. Juste quand il s'énerve, il y a 2 scènes où il joue pas bien. Très touchant, et il a un truc, je trouve qu'il est très juste dans son côté un peu bébé à la ramasse, mais en même temps, il a envie d'être sérieux, et il serait prêt à tuer pour être là, tu vois. C'est le mec le plus heureux du monde quand il est en tournée, alors qu'il est complètement dépassé. Et que, moi, je pense que ce qui m'a plu à l'époque quand j'ai vraiment découvert le film, c'est ce côté. Je me suis reconnu dans ce truc-là, parce que moi, en fait, j'aime. C'est le genre de musique qui me plaît. Alors, c'est pas le truc que j'écoutais trop parce que je suis trop jeune, mais je veux dire, je veux dire, partir en tournée, être une rockstar, globalement, j'ai toujours trouvé ça assez cool, et je trouve ce film est assez marrant parce qu'il démonte un peu ce truc-là, tu vois. Il te montre, mais en fait, les gars, c'était pas non plus il y avait un côté un peu glauque et un peu triste et un peu compliqué, que je trouve en fait assez touchant, parce que je comprends ce personnage qui est quand même fasciné par cet univers, même si dans le fond il est un peu badant, tu vois. Et ça, c'est l'équilibre que je trouve. Pardon, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, mais est-ce que du coup tu te reconnais dans ce que dit Philippe Seymour Hoffman à la fin, en disant mais nous on n'est pas cool, mec, on est les losers de toutes les chansons. On va peut-être dire ce qu'il dit, parce que c'est vrai. C'est très beau ce passage, il a 5 minutes en 2h40, et c'est Philippe Seymour Hoffman, il
est génial. En fait, il dit à l'ado, globalement, nous, on est des losers, on va passer notre vie à galérer à avoir des meufs, etc. Alors que typiquement, le guitariste du groupe, toutes les meufs sont amoureuses de lui, etc. Mais en fait, du coup, les chansons parlent de nous et l'art est fait par des personnes comme nous, parce que si en gros t'es beau et tout le monde vient vers toi et t'as globalement tout ce que tu veux, t'as rien à dire, et donc l'art que tu fais n'est pas. Moi, je serais prêt à discuter ça globalement, mais non, mais c'est assez joli. C'est une position assez jolie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Border Incel quand même. Mais lui, il est pas là pour être cool, il est là parce que c'est un vrai fan. Tu vois. Et ça, je trouve ça cool un peu, parce qu'il y a quand même un truc que montre le film, au-delà de la fame et au-delà du sex, drogue and rock'n'roll. Il y a un côté, les gens sont là parce qu'ils aiment ça, tu vois, pour la plupart. Il y en a qui s'en foutent un peu, mais il y en a qui sont vraiment là parce que c'est leur motivation, c'est l'art qu'il y a derrière. Et tu vois, pour rebondir là sur ce qu'on disait, moi je trouve que ce qui est très réussi dans le film, c'est l'équilibre entre lui, qui a quand même toujours des grands yeux complètement fascinés, et tu sens qu'il fantasme complètement ça, qu'il investit complètement la relation entre Penny Lane et Russell, du coup le guitariste, parce qu'il est complètement dans un truc où il fantasme ça, et en même temps je trouve que le film arrive à avoir un bon équilibre où tu ressens ce truc là, tu vois qu'il idéalise, et toi en même temps en tant que spectateur tu vois quand même le décalage entre ce que lui imagine et la réalité. Elle, en fait, elle est pas bien. Elle est pas bien. Mais je trouve que malgré ça, le film, il est, sauf à la fin, etc., où il est un peu plus dur, il est jamais glauque, il est jamais dans un truc de satire trop poussé ou tu vois, il est pas aigre, il est pas voilà. Et que le film arrive à faire cohabiter, je trouve, un peu les deux registres. Quand même, c'est pas facile. C'est peut-être un truc qu'on referait pas d'ailleurs aujourd'hui, à mon avis. Comme le film serait probablement beaucoup plus dur, mais j'ai regardé que les critiques disaient déjà ça. Le film n'était pas assez dur. Moi, c'est ce que je me suis vraiment dit à la fin, c'est que pour le coup, je trouve que c'est un film sans prétention, qui a des vraies trajectoires de personnages et qui t'immerge complètement dans un univers. Je suis 100% d'accord. Et je pense que c'est super dur effectivement de faire ça aujourd'hui. Ce qui est hyper triste, mais je pense que Hollywood, on verrait plus. Je pense qu'Hollywood est incapable de faire un film comme ça aujourd'hui. C'est parce que c'est un vrai à la fois un film d'atmosphère et un film de personnages. Complètement. C'est-à-dire que c'est un film très classique en fait, mais classique dans le sens où vraiment il y a une espèce de savoir-faire presque artisanal de effectivement le teen movie, on va le faire de cette manière, mais on va le faire vraiment super bien, on va retranscrire le monde justement vraiment il y a quelque chose de très efficace en fait. Moi, le seul point un tout petit peu négatif, c'est je trouve que c'est le rapport à la presse, où je trouve que c'est un peu le parent pauvre, et c'est quand même la caractéristique principale justement du personnage, et ça pour le coup c'est un peu le seul monde que je trouve un peu fantasmé et qui est pas vraiment traité comme j'aurais aimé qu'il soit traité. En tout cas, j'y crois pas trop en fait au délire de mec qui a 15 ans, et même si ça a potentiellement vraiment existé, parce que Cameron Crowe, tu vois, est déjà l'histoire est vraie, tu vois. Oui, mais comment il représente le magazine Rolling Stone et tout ça. Je crois qu'il y a un truc quand même les gens de notre génération ont oublié un peu. C'est que la presse avait du crédit, que les gens avaient beaucoup d'argent, et qu'il y avait les moyens de faire les choses très bien. Tu vois, qu'il y avait un truc un peu genre qu'un magazine comme Rolling Stone, ils ont la possibilité de vérifier les informations, ils ont des gens pour faire des... Enfin, tu vois, ils mettent des moyens pour avoir un truc qui est genre stylé et crédible, ce qui est un truc qu'on reproche aujourd'hui à la presse, d'être un peu plus à l'arrache et de faire ça un peu moins bien, aussi parce qu'il y a moins d'argent, donc c'est plus la galère, et que ça c'est un truc je suis d'accord, enfin je comprends que tu trouves ça peu crédible, parce qu'aujourd'hui tu mettrais genre Rolling Stone Magazine France qui met autant de thunes, autant de ressources et autant de comment dire même de temps, genre parce qu'ils font du fact-checking très bien sûr, voilà, tu vois, de temps et de comment dire, de sérieux derrière leurs articles de fond sur des groupes. Honnêtement, j'y croirais pas, mais dans le contexte des années 70 aux États-Unis, j'y crois plus. Alors après, peut-être que c'est fantasmé, que c'est faux, hein, j'avoue. Après, c'est même comment ça rebondit avec le personnage principal qui est très jeune, etc. Tout ça. En fait, je trouve que les réactions, typiquement, bon, enfin, c'est pas non plus un immense spoil. Ils se rendent compte évidemment au milieu du film que le mec a 15 ans. Ouais, mais en même temps, il y a des groupies de cet âge-là qui les suivent, et du coup, je pense qu'il y a un truc où finalement, c'est pas un si gros événement. J'ai du mal à capter vraiment ce qui se passe dans la tête des rédacteurs à ce moment-là. Enfin, il y a quand même, parce qu'ils ont pas le temps. Enfin, je veux dire, le film, il dure très longtemps. Il y a énormément de trucs à traiter, mais je trouve que du coup, voilà, c'est un peu des séquences qui auraient mérité un tout petit peu plus de détails peut-être dans la caractérisation des personnages, pour que je comprenne un peu plus ce qui se passe dans la tête de cet éditeur et dans la relation qu'a le personnage principal justement au magazine. Moi, je pense que c'est... Enfin, j'entends ce que tu veux dire. Je pense qu'il fait volontairement un peu le choix de l'écarter parce que ça l'intéresse pas. Mais
mais c'est vrai que ça a dû être un peu plus compliqué. Je pense que le film fait des gros raccourcis sur ce qui s'est passé en réalité, parce qu'à mon avis, Cameron Crowe, il a dû commencer à faire des piges, et en fait, les mecs se sont rendus compte qu'il écrivait vraiment bien, voilà, donc ils se sont dit, bon bah, on y va, de toute façon. Et il y a un truc aussi qui est... Et là, il leur promet un accès à ce groupe, en fait. Il leur promet une interview aussi du guitariste que d'ailleurs il galère à obtenir, mais c'est Rolling Stones, s'ils veulent un accès au groupe, ils peuvent avoir un accès au groupe. C'est pas tellement ça qu'ils leur vendent. Mais là où je veux en venir, c'est que, et c'est peut-être un des reproches, je pense, peut-être qu'on peut faire au film, et qui est, je trouve, un peu un truc qu'on referait pas aujourd'hui, c'est que la réalité est plus glauque parce que la moitié des groupies qu'on voit dans le film, dans la vraie vie, elles étaient genre mineures, tu vois. Ouais. Qu'il y a un truc vraiment... Je dirais pas de prédation autour de ces groupies, quoique ça m'étonnerait pas qu'il y ait des groupes, il y a eu des trucs vraiment plus que border autour de ça. Là, c'est pas ce qu'on nous raconte dans le film, mais dans la réalité, les groupies de rock de ces années-là, il y a quand même plein d'histoires de groupes avec des filles vraiment largement mineures quand même. Oui, bien sûr, mais dans le sens où est-ce que tu vois, on est dans un truc à la Jeffrey Epstein où tu vois, on va essayer de recruter des meufs pour ça, ou est-ce que c'est parce que c'est les gens qui écoutent ce genre de musique, c'est des gamins de 15 ans, que les meufs, tu vois, elles sont là et on vient les chercher. Enfin, tu vois, une espèce d'effet d'opportunité, mais qui reste un peu glauque, qui est quand même vraiment plutôt badant et qui est pas trop adressé dans le film, je trouve. Un petit peu, mais pas de cette manière-là, avec le moment avec du coup Jimmy Fallon qui leur dit, qui dit, en fait, vos fans, c'est des gamines, et ensuite, et en fait, faut que vous posiez la question de savoir à quel moment votre succès va s'arrêter, parce qu'en fait, elles vont entrer à la fac et elles auront plus envie de faire ça. Mais je trouve justement que c'est marrant parce que le film, moi, je rejoins Félix sur le fait, je suis d'accord que la presse est un peu le parent pauvre. Je trouve qu'il y a des parties, et notamment, moi, j'avais le souvenir, alors je l'avais regardé vraiment il y a quand même vraiment longtemps le film, donc j'ai vu la version courte, je serais pas capable de faire un comparé des deux, mais j'ai l'impression que dans la version longue, il y a quand même beaucoup de, il y a des longueurs, en tout cas il y a des endroits de l'histoire qui sont investis, qui m'intéressent pas forcément, notamment tout le début avec sa famille. Le début et la fin, quoi. Voilà, le début et la fin, l'histoire avec on a maintenant un enfant qui pleure pour des cookies. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Elle préfère la version longue, c'est tout. Elle préfère la version longue, désolée. Gros caprice. Non, je voulais dire qu'il y a quand même, je trouve, des séquences. Alors, effectivement, toute la partie autour de la famille, effectivement, le démarrage est un peu long, la fin, ça met quand même du temps à se terminer. Il y a quand même des passages vraiment fous. Le passage où il part dans cette espèce de radio avec le mec défoncé qui fait que s'endormir, c'est incroyable. Et je trouve quand même que le film, et c'est ce que je disais quand je disais, il évite les clichés. Il y a quand même pas mal de moments où, et notamment, je trouve, sur l'issue de la relation, etc., où le film se démerde quand même pour ne pas être toujours là où on l'attend. Alors à la fois c'est classique et en même temps effectivement c'est bien fait pour enfin je sais pas, je trouve qu'il évite les pièges en fait, le film, parce que il est sérieux, quoi. Tu vois, c'est Cameron Crowe, il sait de quoi il parle quand il fait ce film aussi, je pense qu'il y a un côté vraiment organisé, documenté et sans complaisance, parce qu'il le fait quand même beaucoup plus tard. En fait, en réalité, le film sort en 2000, ça fait 30 ans après. Il a réussi à digérer un peu toute cette époque et tout ça, parce que les choses vont être beaucoup changé quand même en 25 ans, quoi. Mais moi, c'est le côté chronique, en fait, c'est ça que je veux dire quand j'ai l'impression que c'est un film qu'on pourrait pas voir aujourd'hui. C'est que soit ça serait high concept, soit ce serait vraiment genre assez médiocre dans les situations stéréotypées. Et là, je trouve que effectivement, il y a un entre-deux. Et en plus, il se permet par moments vraiment des pures séquences de développement de personnages où il y a rien d'autre que ça, en fait. Et il y a un vrai aspect un peu chronique, je trouve, dans le film qui est vraiment très agréable et qui le rend aussi un peu vibey, enfin en tout cas et ça s'accompagne avec le road trip et avec la musique, et voilà, je trouve que le rythme en fait du film est assez particulier, mais du coup assez agréable à suivre. Là où je trouve que là où, à mon avis, je trouve ça un peu compréhensible, c'est que Cameron Crowe, à cette époque, c'est quand même déjà un réalisateur qui est vraiment installé. Il a fait Jerry Maguire avant. Il a fait Jerry Maguire, il avait fait Say Anything donc on le avant. Laisse, C'est avant Vanilla Sky, par contre, je crois. Et c'est un an avant Vanilla Sky, en fait, qui sort juste après. Vanilla Sky, qui est quand même un gros budget, un gros film. Tom Cruise et Penelope Cruz, à l'époque où ils étaient ensemble. Enfin, je veux dire, c'est un gros truc, réalisateur qu'on a complètement perdu aujourd'hui. En fait, depuis, je sais plus comment, le nouveau départ, je crois en français, qui était We Bought a Zoo en anglais, le truc avec Matt Damon. Il a fait Aloha en 2015. Ouais, mais que personne n'a vu, non? Il a rien fait depuis 10 ans. Parce que Emma Stone joue une hawaïenne quand même. Oh. Et que c'est le premier film qui a eu un vrai gros bad buzz autour de ça. Parce que des problèmes de question de la représentation, tu vois, genre où en fait, Emma Stone, elle est pas hawaïenne, quoi, genre vraiment pas du tout. Oui. Donc c'est vrai que sa carrière s'est un peu arrêtée
depuis quoi. Je crois qu'il fait des séries. Il a fait une série qui s'appelle Roadies, mais qui est autour de justement des roadies, des gens qui sont les techniciens en fait sur les tournées, qui a fait je crois 2 saisons, mais en 2016, donc juste après. Il a fait un documentaire sur David Crosby de Crosby, Stills, Nash & Young, qui est un groupe des années 70. Et depuis, mais en fait, ça fait des années qu'il a rien fait. Donc, je pense que peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est vieux. Quelle horreur. J'en sais rien, tu vois, mais c'est. Je pense pas qu'il soit si vieux. Bah non, mais attends, je peux te dire quand même, il a 68 ans, quoi. Donc c'est vrai que pour Hollywood, n'est pas si vieux, mais. Et peut-être dernier point, parce qu'on est quand même dans des capsules d'été. Donc pour toi, c'est un film d'été. Bah ça se passe complètement en été. Tu vois, les tournées comme ça de groupes sur les festivals où tu tournes avec d'autres groupes, où tu fais les tournées comme ça, c'est très un truc d'été. Il y a un côté presque colonie de vacances en fait. Moi je trouve. Il y a complètement un côté colonie de vacances qui est assez, je trouve en termes d'ambiance. Et comme tu le dis, Félix, moi je suis d'accord avec ça. C'est un vrai film d'ambiance et de vibe et de trucs. Ça marche en fait. Ça remet un peu Enfin, je trouve que ça marche comme film d'été en tout cas. Et ben alors on vous conseille de découvrir Presque célèbre de Cameron Crowe. On reparlera de Cameron Crowe et de sa carrière, il a fait des trucs intéressants. Je sais pas, un jour on fera un focus sur lui. Peut-être qu'on parlera des films sur des groupes de musique. Enfin, on aura probablement l'occasion d'en parler. En attendant, on vous encourage à découvrir ce film. Bonnes vacances.